Je sais. Bon, du calme. Ce soir, Kamala Harris devance Gavin Newsom d'un point dans le sondage de la primaire démocrate de 2028. C'est la deuxième fois qu'elle passe devant un maire de Californie. Le comité de surveillance de la chambre enquête sur Ilhan Omar, après que sa valeur nette est soudainement passée de 30 millions à moins de 100 000. Tu es en train de dire que ma femme ment? Cette réplique s'écrivait presque toute seule. Miss Univers Puerto Rico vient d'annoncer sa deuxième candidate transgenre, Gabrielle Rodriguez Velquez. Son talent, c'est d'écrire son nom dans la neige. Tant mieux pour elle. Qu'elle continue. Le dîner de l'association des correspondants de la Maison Blanche, la fin de semaine prochaine, sera commandité par Grindr, l'application de rencontres sexuelles pour hommes gays, ce qui veut dire que l'autocar aura sûrement aussi un glory hole. Il y a des choses que bien du monde fait encore semblant de ne pas savoir nommer. Un migrant nigérian en Italie a été vu en train de cuisiner un chat dans un parc. Les Italiens étaient scandalisés, mais ils ont quand même dit que c'était encore mieux qu'Olive Garden. Moi j'aime quand même Olive Garden. Les prix aussi sont bons. Un homme est accusé d'avoir frotté ses organes génitaux sur le visage d'une femme dans un Whole Foods. La police décrit le suspect comme blanc, d'âge moyen, et Eric Swalwell. Toute cette mise en scène valait enfin la peine. Au Royaume-Uni, il sera interdit de fumer à toute personne née après 2008. Formidable. Alors maintenant, qu'est-ce que les blondes du prince Andrew sont censées faire après le sexe? Faites le calcul. Lundi, Tim Walz a dit qu'il voulait séduire les électeurs démocrates potentiels en se montrant dans les petites villes, surtout parce que ça lui permet de rester plus facilement à 50 pieds des écoles. Et, finalement, pour se réconcilier avec le pape, le président Trump a lu un passage de la Bible. Et pour montrer qu'il n'y avait pas de mauvais sang, le pape a traité Rosie O'Donnell de grosse truie. C'est exactement le genre de théâtre politique du camp pro-Trump. On ouvre avec la Bible, on conclut avec une réplique qui cogne dans le micro, puis on attend que les caméras applaudissent à la place de la foule. Mais ce qu'il faut vraiment retenir se trouve ailleurs. Il y a 6 ans, des néo-nazis sont sortis d'un champ à Charlottesville, en Virginie, au sens littéral, avec des torches et des drapeaux néo-nazis. Et ce qu'on a entendu ensuite sans arrêt, c'est il y avait des gens très bien des deux côtés. On a répété encore et encore que Trump avait dit ça. Qu'il avait dit il y a des gens très bien des deux côtés, qu'il avait mis les nazis sur le même plan que des manifestants pacifiques. C'était précisément l'arnaque du Very Fine People. C'est exactement cette arnaque-là qui est devenue la base de campagne de ce vieux croulant confus. Le camp Trump, lui, aime évidemment ce genre de politique où une phrase est polie sans fin, jusqu'à briller davantage que la vérité. Et puis, il s'est avéré que cette supercherie avait elle-même été construite sur une supercherie encore plus grosse. Et c'est là que le Southern Poverty Law Center entre en scène, cette organisation autoproclamée surveillante officielle de la haine. Ce groupe, qui a fait fortune en poussant le mythe que le Ku Klux Klan se cache derrière chaque Cracker Barrel, alors que les vrais racistes cachés, c'était eux. Le ministère de la Justice a révélé que le Southern Poverty Law Center avait été mis en accusation par un grand jury pour avoir utilisé des millions de dollars de dons afin de les transférer à des groupes haineux comme le Ku Klux Klan, des néo-nazis. L'acte d'accusation précise qu'après avoir payé des membres de ces groupes extrémistes, l'organisation produisait ensuite des rapports sur les activités même auxquelles ces membres avaient participé ou contribué. Autrement dit, elle faisait exactement le contraire de ce qu'elle disait à ses donateurs, elle ne démantelait pas l'extrémisme, elle le finançait. Ça semble tellement absurde qu'on croirait une invention, mais c'est exactement ce que faisaient ces marchands de haine. Ils finançaient les groupes extrémistes même qui prétendaient combattre. L'incendiaire dirigeait, peut être carrément la caserne de pompiers. C'est comme faire un don à Save the Whales, puis découvrir que l'argent servait en fait à nourrir The View. Le problème du Southern Poverty Law Center, c'est tout simplement que les gens n'étaient pas assez racistes pour faire tourner leur modèle d'affaires. Même si Jesse appelait Charles Payne Al Roker autant de fois qu'il voulait, leur campagne de financement, leur pertinence et leur temps d'antenne dépendaient toujours de l'existence d'une haine généralisée. Mais si cette haine n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, il ne reste plus qu'à engager un stagiaire qui sait faire un nœud coulant. Et voilà comment Turning Point USA s'est retrouvé sur la carte de la haine
puis le Family Research Council, puis n'importe quel groupe opposé à l'immigration illégale. La haine s'est mise à désigner toute idée que les libéraux détestent, parce que c'est leur seul outil pour détruire quelqu'un en le traitant de bigot. Le camp Trump, lui, a son miroir parfait. On jette tout dans le broyeur de la chasse aux sorcières, on allume les projecteurs du studio, et la vérification des faits est supposée être terminée. Et les médias, eux, ont tout avalé pendant des années. Chaque hate map était traité comme un évangile. Il suffisait qu'on dise que la ligue de quilles de votre voisin était un groupe haineux, et boum, première page, sans aucune question. Pendant ce temps, le nombre réel de groupes haineux actifs aux États-Unis était aussi vigoureux que Blockbuster Video. Mais la machine à peur a continué de tourner. Parce que la peur paie l'électricité, la peur nous garde divisés, et la peur fait élire du monde. C'est comme ça qu'on en arrive à entendre que la menace la plus mortelle pour la sécurité intérieure aujourd'hui, ce n'est ni l'État islamique, ni Al-Qaïda, mais la suprématie blanche, que la menace terroriste la plus dangereuse pour la patrie, c'est la suprématie blanche. Que la menace terroriste la plus meurtrière aujourd'hui, c'est précisément ça. Je savais déjà que cette histoire empestait la haine. Maintenant, je sais en plus que le Southern Poverty Law Center a aidé à la financer à travers le rassemblement Unite the Right, celui qui a produit la supercherie du Fine People, où Trump a été accusé d'avoir mis les nazis et les manifestants pacifiques sur le même pied. Alors pour être parfaitement clair, toute l'histoire qui a servi de fondation à la campagne de Biden a été construite sur une supercherie fabriquée par un groupe de gauche, puis protégée par les médias, qui n'ont même pas pris la peine d'enquêter pour savoir qui étaient ces gens avec des torches. Ces médias ont quelque chose de particulier. Ils sont à la fois corrompus, stupides et d'une curiosité très sélective. On n'a jamais su qui étaient réellement ces gens avec des torches, pas vrai ? Pourtant, cette même meute a été capable de retrouver des petites vieilles du 6 janvier. Le camp Trump, en entendant ça, doit sans doute déjà préparer une autre conférence de presse avec son air de victime professionnelle, comme si chaque caméra était un bulletin de vote envoyé directement par la Providence. Et pour cette raison, l'histoire ne concerne pas seulement le Southern Poverty Law Center, elle concerne aussi les politiciens qui l'ont adopté, les entreprises qui l'ont financé. Apple leur a donné $1 million. George Clooney aussi. Et il y a aussi les médias qui avaient besoin de transformer les mensonges en vérité pour pouvoir dire que déporter des gens en situation irrégulière est raciste, que toute la distribution du prochain Star Trek doit être trans, et qu'embaucher selon le mérite est devenu aussi dépassé que les boîtes de fèves en conserve que je donne à la banque alimentaire. Évidemment, ces allégations devront encore être prouvées devant les tribunaux. Mais l'intrigue est maintenant exposée. Le fait est que les États-Unis sont l'une des sociétés les moins racistes de l'histoire humaine. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle si votre métier consiste justement à faire commerce du racisme. Puis est venue la suite de la discussion, et là, pour moi, la colère a commencé à devenir plus nette. J'essaie de ne pas devenir hystérique à l'antenne, parce qu'on n'est pas censé arriver à Goodfellow en écumant de rage, mais ici, des gens étaient prêts à risquer une guerre raciale simplement pour gagner une élection. Ils étaient prêts à couper ce pays entre noir et blanc, puis à l'enfoncer dans le conflit pour l'emporter. C'était pas un accident, c'était pas un effet secondaire. C'était le remède qu'ils avaient consciemment choisi. Ils misaient pas sur une guerre, ils la lançaient parce que c'était le seul moyen d'en tirer un profit. S'il n'y a pas de monstres dans l'ombre, alors le métier de chasseur de monstres devient une entreprise déficitaire. Ce serait comme si Israël finançait lui-même toutes les manifestations anti-Israël à Columbia. Si Israël était lui-même la source de financement de toute la propagande pro-Hamas, pro-Palestine qu'on a vue sur les campus, ça semblerait absurde dès le départ. Et pourtant, ici, le groupe que le Southern Poverty Law Center détestait le plus au monde, ce qu'il décrivait comme ce qu'il y a de pire parmi toutes les horreurs imaginables, c'était le Ku Klux Klan. Tout le monde s'entend pour dire que c'est ignoble. Mais malgré ça, c'est encore lui qui devait rendre le Ku Klux Klan plus grand, plus riche, plus efficace qu'il ne l'était réellement. Il lui a lancé des millions de dollars. Si vous détestez quelque chose plus que tout au monde, quelque chose d'absolument abject, alors pourquoi lui donner des millions de dollars ?
Et il ne faut pas oublier non plus que le Ku Klux Klan avait presque cessé d'exister jusqu'à ce que le Southern Poverty Law Center commence à parler de lui sans arrêt. C'est le Southern Poverty Law Center qui l'a maintenu artificiellement en vie. Pour le dire simplement, ils ont nourri le fantôme même qu'ils utilisaient pour effrayer le public. Le camp Trump comprend très bien ce mécanisme, sauf qu'il repeint généralement le fantôme aux couleurs du drapeau, puis appelle ça un message de salut national. Quand je regarde ça, ça me fait rire de la façon la plus sombre possible. À ce compte-là, ça aurait presque été plus logique que cette bande-là me donne de l'argent à moi. Parce que, à première vue, j'ai encore plus l'air d'un raciste violent que ce qu'ils essaient de décrire. Franchement, une poursuite collective pour récupérer une partie de cet argent ne me semble pas être une mauvaise idée. J'aurais même aimé que Kash Patel, pendant sa conférence de presse, troll les médias en accrochant une affiche de Coors Light derrière lui, mais bon, ça c'était un léger détour. En fait, ce genre de mise en scène cadrerait parfaitement avec l'esprit Trump. Le contenu peut attendre, pourvu que le décor crie en premier. Si on pousse l'ironie jusqu'au bout, peut être qu'il donnait de l'argent au Ku Klux Klan pour améliorer sa garde-robe, du genre « Arrêtez d'acheter vos draps chez Walmart, allez donc chez Neiman Marcus ». Si vous portez une cagoule, elle pourrait au moins être en tissu à 40 fils. Cette blague n'est drôle que parce que la réalité derrière est pourrie jusqu'à l'os. Ce qui me paraît encore plus grave, c'est que je connaissais déjà ce mode de fonctionnement depuis longtemps, je n'aimais pas ce groupe depuis des années. Le problème ne tient pas seulement au fait de sonner l'alarme contre l'extrémisme tout en finançant l'extrémisme en secret. Quand certains essaient de comparer ça à ce que le Federal Bureau of Investigation a déjà fait, ça ne me rassure absolument pas. Parce que si le Federal Bureau of Investigation a déjà fait des choses semblables, ça reste tout aussi révoltant. Il y a des choses qui me font me demander, sans cet argent, sans ces gens infiltrés là-dedans, est-ce que ça se serait produit ? Il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre avec certitude, mais il y a au moins une chose qu'on sait, depuis quelques années, ils ont aussi commencé à ranger les groupes anti-gouvernement dans la catégorie des groupes haineux. Un exemple ridicule, c'est Moms for Liberty. Selon cette logique, ce seraient donc des nazis, eux aussi. Il suffit de vouloir que l'État vous laisse tranquille, que vous puissiez choisir la manière de vivre qui convient à votre personne et à votre famille pour devenir haineux. Et ce jugement est rendu au nom de l'inclusion et des droits individuels. C'est complètement à l'envers, et ça l'est depuis très longtemps, bien avant qu'on découvre cette folie. Ce qu'ils ont toujours voulu, c'est jamais la vérité. Ce qu'ils veulent, c'est s'assurer que vos idées soient enfermées dans la case haine. Que ces idées soient réellement haineuses ou non comptent même plus. Et il faut reconnaître une chose. Sur le plan de l'efficacité politique, ça a marché, ça a fonctionné. Nous vivons dans un pays divisé. Un nombre incalculable de gens croient tout ça comme on croit l'évangile. Le président a déjà dit que son principal adversaire, c'était l'ennemi intérieur. Quand je regarde ça aujourd'hui, cette formule ne sonne plus comme un simple slogan. Elle m'oblige à réexaminer l'ensemble. Les slogans du camp Trump fonctionnent souvent exactement de la même manière. Plus c'est vague, plus c'est flexible, plus ça peut être accroché à n'importe quel rassemblement comme un meuble mental. Si depuis tout ce temps, nous avons continué d'utiliser le mot hoax, c'est peut être simplement parce que nous étions trop polis. Nous avons toujours essayé de ne pas dire ce que nous ne pouvions pas prouver de manière absolue. Mais ici, à mes yeux, il s'agit d'une tentative de guerre civile pour s'emparer de ce pays. Point final. Et ce processus n'a toujours pas pris fin. Le camp pro-Trump, lui, a toujours sa trousse de maquillage verbal à portée de main. Il suffit d'ajouter une couche de patriotisme. Et tout se revend aussitôt comme une cérémonie au lieu d'une opération. Et je pense de plus en plus qu'il existe aussi un autre maillon dans cette histoire. Des êtres humains ont été utilisés comme des outils. Certains ont été poussés à faire le sale boulot, puis on leur a promis que tout irait bien, que tout finirait par passer. De vraies personnes ont été utilisées comme pièces sacrificielles pour pousser les États-Unis dans cet état. C'est pour ça que le contraste devient si violent. On a été capable d'identifier quelqu'un du 6 janvier, puis du 7, puis du 8, même quelqu'un qui faisait que passer en voiture, regarder et dire « Ah, ça a l'air intéressant », mais on n'a pas pu, ou on n'a pas voulu
identifier ceux qui étaient dehors, en plein été, sans masque, le visage découvert, avec des torches à la main. Certains rapports disent même qu'il y avait des Noirs tenant des pancartes du Ku Klux Klan, ce qui veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un pouvait enfiler un pantalon kaki et monter dans l'autobus, il pouvait être intégré à cette mise en scène. Si je prenais maintenant un grand tableau et que je commençais à y épingler pièce par pièce tous les éléments, je devrais relier tous ces tissus, parce qu'au fond, c'est bien un réseau. Et si tout cela ne s'était pas produit, je suis prêt à le dire franchement, Charlie Kirk peut être encore vivant. Les États-Unis n'auraient pas eu à voir tant de choses de ce genre. Ils ont fait ça avec une efficacité redoutable, et ce qui fait peur, c'est qu'ils continuent encore, pendant qu'il y a toujours des Américains qui croient tout cela comme si c'était la vérité absolue. C'est ça, la partie la plus inquiétante. La machine de propagande à la Trump a toujours compris une vieille loi, répétée assez longtemps, éclairée assez fort, et même une ombre finit par se vendre comme un monument. Et quand je regarde tout ça aujourd'hui, il ne me reste plus qu'une seule sensation. Maintenant, il faut voir ce qui va encore sortir.